Bonjour à tous, bienvenue dans notre IR légal de ce matin, donc consacré à l'intelligence artificielle. Donc voilà, merci de vous être joints à nous pour parler de l'intelligence artificielle tôt ce matin. Donc vous aurez tous déjà entendu parler du règlement du 13 juin 2024 sur l'intelligence artificielle, sinon vous ne seriez sans doute pas là. La conformité avec ce règlement est évidemment un élément essentiel, mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Donc le règlement sur l'IA est évidemment quelque chose de fondamental à prendre en considération lorsqu'on souhaite développer, utiliser des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Mais le règlement sur l'IA ne traite pas toutes les questions juridiques pertinentes. Et donc, c'est ce qui nous a amené à aborder le sujet de l'intelligence artificielle aujourd'hui sous un angle un petit peu différent. Donc, on ne prendra pas, c'est volontaire, le règlement sur l'IA comme point de départ, mais on a plutôt centré notre réflexion sur les contrats. Pourquoi? Eh bien, parce que de nombreuses entreprises et organisations décident de se lancer dans l'intelligence artificielle, soit pour développer des outils et essayer de les commercialiser par la suite, soit simplement pour les utiliser dans le cadre de leurs activités. Alors dans les deux cas, la réussite de ces projets basés sur l'intelligence artificielle nécessite de régler, de traiter un certain nombre de questions juridiques qui vont au-delà de la conformité avec le règlement sur l'intelligence artificielle, et les contrats constituent un maillon fondamental pour bien traiter ces questions et gérer les risques liés au projet IA pour les entreprises et les organisations qui décident d'investir dans ces solutions. Alors, pour vous donner un aperçu, évidemment, vu le temps qui nous est imparti, on pourrait faire une journée entière sur la question. Vu que nous avons une petite heure devant nous, nous allons vous donner simplement un aperçu de quelques questions importantes au niveau contractuel. Donc, nous allons envisager les questions à se poser au niveau du développement d'une solution IA, ensuite au niveau de la commercialisation. On aura après un petit focus sur la question des incidents de sécurité. Et enfin, on terminera avec un point sur l'impact contractuel du règlement relatif à l'intelligence artificielle. Donc on ne va pas traiter de tout le règlement, mais plutôt de comment le règlement se répercute et doit être pris en compte dans les contrats relatifs à des projets IA. Alors, comme nous le faisons traditionnellement dans les formations IR légales, nous prenons un exemple concret qui va nous servir de fil rouge tout au long de l'exposé. Et donc, l'exemple que nous avons choisi pour ce matin est le suivant. Donc, vous avez une entreprise de services en ressources humaines qui s'appelle Recruvision, qui décide de se lancer dans l'IA et donc de mettre à disposition de ses clients qui sont intéressés un outil pour faciliter les processus de recrutement. Donc un outil basé sur un chatbot qui va discuter avec les candidats pour faciliter une première sélection des candidats pour poursuivre alors le processus de recrutement de manière plus classique. Alors, ce chatbot, cet outil IA, eh bien, ils vont le faire développer Recruvision avec un partenaire spécialisé dans la création, la mise au point de ce type d'outil. Donc, c'est l'entreprise de services informatiques que nous avons appelée AI-Dev. Et Recruvision donc, va ensuite proposer cet outil à ses clients. Et nous avons pris l'exemple d'une compagnie d'assurance qui, pour soulager son département RH
qui consacre beaucoup de temps aux procédures de recrutement pour soulager son département RH. Donc la compagnie d'assurance Assuropti décide de mettre en service le chatbot de Recruvision. Recruvision va le configurer spécifiquement pour Assuropti en veillant à ce que le chatbot soit entraîné avec des données propres à la compagnie d'assurance pour que les particularités de son activité, de son organisation soient prises en compte dans les questions que le chatbot va poser aux candidats qui interviendront dans la procédure de recrutement. Donc voilà pour cet exemple et je vais passer la parole à Anne-Valentine pour l'aspect développement. Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, je consacrerai mon intervention à aborder les principaux aspects contractuels à prendre en compte au stade du développement d'une IA. Compte tenu évidemment du temps qui nous est imparti, il y a uniquement 4 aspects qui seront abordés aujourd'hui et selon nous, ce sont les plus pertinents. Il est évident que d'autres aspects, d'autres clauses devront être intégrées dans le contrat entre le développeur, donc ici c'est AI Dev, et le fournisseur Recruvision. Alors, la première question que l'on doit se poser, c'est la question de la propriété de l'intelligence artificielle. C'est cet outil donc, qui va être développé. Eh bien, il faut déterminer si le développeur reste propriétaire, notamment des droits intellectuels, du droit d'auteur sur ce logiciel, ou si, et donc, s'il octroie une licence d'utilisation au fournisseur, ou alors s'il va céder ses droits de propriété intellectuelle aux fournisseurs. Donc ça, c'est des éléments qui devront figurer dans le contrat entre ces deux acteurs. Il faut donc notamment inclure cette fameuse clause de propriété intellectuelle. Dans le cadre ici de l'exemple entre AI développement et Recruvision, il est sûrement dans l'intérêt du fournisseur d'être titulaire et donc de bénéficier du droit d'auteur sur le logiciel. Et donc, le fournisseur négociera sûrement en sa faveur une clause de cession. Après, il appartiendra aussi à AI Développement à déterminer si l'outil initial, le chatbot initial qui va être évidemment configuré en fonction des besoins des différents clients de Recruvision. Est-ce que cet outil de chatbot sollicitera le proposer à d'autres clients que Recruvision? Dans ce cas-là, lui, il va peut-être plutôt négocier une licence d'utilisation. Donc, il faut véritablement prendre en considération ces différents éléments. La deuxième question qu'il est important à prendre en considération, c'est la question sur en lien avec la qualité des données et le type de données qui vont être utilisées dans le cadre du développement de l'IA. Et donc, 3 types de données doivent évidemment attirer notre attention. C'est l'utilisation de données à caractère personnel, des données open source et des données protégées par des droits de propriété intellectuelle. Donc, dans le cadre du fournisseur qui fait appel donc, à cette société de développement et à développement, il doit évidemment s'assurer que les données initiales qui ont été utilisées pour développer l'outil d'IA sont des données, s'il y a des données à caractère personnel qui ont été utilisées, que les mesures légalement requises, donc conformément au règlement général sur la protection des données à caractère personnel, ces mesures légales ont été prises par le développeur. Si le développeur développe des données open source pour entraîner son IA, eh bien, il faut aussi que dans le cadre de ce contrat, que l'usage final de cette IA soit conforme aux licences applicables aux composants open source qui auront été utilisés. Donc, il faut qu'il interroge évidemment le développeur sur ce type de données open source qui auraient été utilisées et également interroger le développeur sur l'utilisation de données protégées par des droits de propriété intellectuelle. Et donc,
véritablement l'interroger sur est-ce que vous bénéficiez des autorisations des titulaires des droits de propriété intellectuelle sur ces données, donc pour éviter évidemment qu'il y ait des violations à l'égard de ces différentes législations. Il faut savoir aussi que dans le cadre de notre exemple, l'objectif, c'est que Recruvision également demande une base de données des clients utilisateurs finaux et que ces bases de données soient injectées dans le système IA initial. Et donc, dans ce cas-là, il faut aussi s'assurer, donc Recruvision doit s'assurer que le développeur du système IA prenne des garanties suffisantes sur la manière dont il va utiliser ces données et qu'on précise que ces données ne pourront être utilisées que dans le cadre du développement de ce chatbot pour Assuropti, qui a été donc développé pour Assuropti, et déterminer aussi que le développeur offre des garanties suffisantes, notamment en matière de protection des données, afin d'éviter des violations de la loi sur la protection des données à caractère personnel. Donc ça, c'est les aspects par rapport à la qualité des données utilisées dans le cadre du développement. Le troisième point que nous souhaitons aborder aujourd'hui, c'est déterminer le niveau de service proposé au client. C'est-à-dire que quel sera le niveau de service offert au client une fois que le système IA a été développé. Et on vit notamment les questions liées à la maintenance et à la mise à jour du système IA après le développement. Il faut donc préciser clairement dans le chef du développeur quelles sont ses obligations pour évidemment clarifier, puisqu'un système d'IA, notamment en injectant de nouvelles données, a vocation à aussi s'améliorer et donc de bien préciser ses modalités dans le contrat de développement. Et enfin, dernier élément, c'est les garanties ou les recours mis en place en cas de défaillance du système d'IA. C'est plutôt en lien avec la responsabilité éventuelle qui pourrait être engagée dans le chef notamment du développeur ou du fournisseur. C'est une des clauses qui déterminerait un plafond de responsabilité pour notamment le développeur si par exemple il y avait une mauvaise utilisation de l'outil. Et donc c'est important aussi pour le développeur de préciser clairement les spécifications techniques de son outil et aussi les limites de son outil. Si, imaginons que l'outil, pour être pleinement efficace, doit bénéficier d'une injection dans une base de données avec de nombreuses données, eh bien, si Assuropti, lorsqu'il utilise l'outil, le chatbot, n'injecte pas suffisamment de données, eh bien, le fait que l'outil soit moins performant, eh bien, c'est une responsabilité qui ne pourra pas être imputée au développeur, ni évidemment au fournisseur, puisque là, ce sera un comportement dont la faute incombe à Assuropti. Donc ça, c'est important de le préciser clairement dans le contrat de développement et aussi dans le chef du fournisseur, donc de celui qui fait développer, de préciser quelles sont ses attentes aussi clairement par rapport à l'outil qui est demandé, afin évidemment d'éviter toute interprétation possible en cas de défaillance ou dysfonctionnement du système. Et donc, il faut aussi, dans le chef du développeur et du fournisseur, déterminer quels sont les documents d'information et les manuels d'utilisation qui vont être notamment remis aux clients finaux, afin vraiment d'exposer quels sont les usages qui sont recommandés dans le cadre de l'utilisation de l'IA. Voilà les principaux aspects que nous considérons qui sont pertinents. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Quentin qui abordera les questions au stade de la commercialisation du système. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Anne-Valentine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Anne-Valentine vient de le dire, ma question est quasi identique à la sienne, sauf que
On ne s'intéresse plus au stade du développement, mais au stade de la commercialisation d'une IA. Donc, au niveau, si on prend le fil rouge, on ne se situe plus dans la relation AI Dev et Recruvision, mais plutôt entre Recruvision, qui est donc le fournisseur, et AssureOpti, qui est l'utilisateur ou le déployeur, comme l'AI Act le définit. Donc, si nous prenons maintenant les différents points qui, alors comme pour Anne-Valentine, cette liste n'a pas vocation à être exhaustive, c'est seulement les points qui nous ont paru être les plus essentiels dans la réflexion pour l'implémentation de clauses dans les contrats de commercialisation. Donc, premièrement, il est évidemment très important de définir précisément le système d'IA ainsi que ses fonctionnalités à destination des clients qui vont donc le déployer. Que peut-on attendre concrètement du système d'IA, du chatbot ici en l'espèce? Quels résultats devrait-il fournir? Donc, par exemple, si le chatbot est seulement capable de répondre ou de poser des questions prédéfinies, ou est-ce que, au même titre que ChatGPT, il a une réelle capacité d'adaptation à son interlocuteur, etc. Il faut pouvoir mettre le curseur donc, au niveau de ses capacités. Ensuite, quelles sont ses facultés, quelles sont ses limites, c'est assez lié. Donc, évidemment, le chatbot peut être très performant dans un cadre donné, mais dès lors qu'on sort de ce cadre, il peut s'avérer assez défaillant, etc. Et donc, c'est aussi important de le spécifier contextuellement. Aussi, quelles sont les utilisations qui sont interdites? Donc, en l'espèce, c'est un chatbot qui doit être utilisé pour le recrutement. Donc, il peut être intéressant pour Recruvision d'insérer une clause qui interdirait toute autre utilisation, donc une utilisation qui aurait une autre finalité que le recrutement de candidats. Et donc, tous ces points-là permettraient en fait à Recruvision d'assurer une certaine opposabilité à AssureOpti en cas de plainte ou de recours. Alors, deuxième point, il est aussi essentiel de définir dans le contrat les modalités de licence et les limites d'utilisation de cette licence. Donc, comme pour les logiciels, le système d'IA va souvent être utilisé sur la base donc d'une licence. Donc, évidemment, premièrement, définir la durée de la licence. C'est assez basique, mais tout aussi essentiel. Évidemment, prévoir le type de licence qu'on octroie. Donc, si c'est uniquement une licence d'utilisation qui a pour but d'être uniquement être utilisée en interne chez AssureOpti, ou est-ce que, dans une certaine mesure, AssureOpti est autorisé à modifier le dit système d'intelligence artificielle selon ses propres besoins? Dans l'hypothèse où il y a possibilité de modification, il faut évidemment prévoir toute une série de clauses relatives aux droits d'auteur, à la propriété intellectuelle de manière générale. Et évidemment aussi prévoir si AssureOpti peut éventuellement donner aussi une licence d'utilisation à un tiers ou autre. Alors, troisièmement, prévoir un régime de responsabilité en cas de dommages occasionnés par le système d'intelligence artificielle. Donc, si on reprend de nouveau ici notre fil rouge, un dommage typique auquel on pourrait penser, c'est une discrimination à l'emploi. À ce titre, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une révision de la directive sur les produits défectueux qui a été publiée au journal officiel de l'Union européenne. Et cette révision, en fait, comprend de manière explicite les intelligences artificielles. Cette directive devrait être transposée d'ici le 9 décembre 2026, mais cette directive, en fait, si on reprend réellement le cas de la discrimination à l'emploi, elle ne serait pas pertinente parce qu'elle vise en réalité les dommages physiques ou les dommages psychologiques occasionnés par l'IA. Or, ici, on est dans un cas de discrimination et la discrimination, elle, est explicitement exclue au considérant 24 de la directive. Donc, en l'espèce, il faudrait avoir un autre instrument et il existe une proposition de directive sur la responsabilité en matière d'IA de manière générale,
mais malheureusement, à ce stade, dans le processus législatif des institutions européennes, cette proposition de directive est actuellement au point mort. Donc, c'est évidemment très important de régler contractuellement tout le régime de responsabilité. Au-delà du dommage, il y a évidemment le scénario où le système d'IA produit un résultat qui n'est pas tout à fait exact ou des erreurs. Là aussi, évidemment, il est important de régler ça contractuellement. Est-ce que Assuropti a un seuil de tolérance vis-à-vis des erreurs ou est-ce qu'on prévoit des sanctions? Voilà, toutes ces questions-là sont des points auxquels il faut s'attarder. Après, quatrièmement, donc, clause de protection des données. Là-dessus, je vais être un peu plus bref, notamment parce que Alexandre, même si ne va pas évidemment tout couvrir, mais va parler un peu plus longuement des aspects RGPD. Mais essentiellement, c'est définir en fait quel rôle joue chaque acteur, donc en l'espèce Recruvision, Assuropti. Est-ce que il y a un sous-traitant? Donc, dans ce cas-là, il faut évidemment prévoir des PA, un contrat qui respecte donc l'article 28 du RGPD, ou de manière générale une conformité assez stricte au règlement sur la protection des données. Ensuite, le rôle et les services fournis par Recruvision dans la mise en place du chatbot. Donc ici, ce qu'on vise essentiellement, est-ce que Recruvision vend un système d'IA clé en main avec un service maximal, donc c'est-à-dire qu'il viendrait faire l'installation, la configuration, vraiment la totale, ou est-ce que au-delà de la solution d'IA, Assuropti aurait besoin de télécharger une autre application, un autre logiciel qui lui permettrait seulement de pouvoir utiliser le chatbot? Dans ce cas-là, est-ce que cette autre application, cet autre logiciel est-il payant? Est-ce que c'est quelque chose de supplémentaire à devoir prévoir? Aussi, est-ce que lors de l'installation, configuration, est-ce que ça se fait à distance? Est-ce que la personne en charge chez Recruvision va faire l'installation sur place? Est-ce qu'on fait des tests fonctionnels? Enfin, toute la logistique, en fait, de manière générale, relative à l'installation, à la configuration, les services que Recruvision peut donc donner à Assuropti. Toujours un petit peu dans ce même ordre d'idées, la formation et les explications du fonctionnement du système d'IA. Donc, suivant la complexité du chatbot, il peut être utile de prévoir des formations à destination d'Assuropti dans l'utilisation du système d'IA. Donc, j'estime qu'à minima, il faudrait, et je pense que c'est un point que Chloé abordera, il faut au moins un fascicule, un document explicatif du fonctionnement du chatbot, donc de Recruvision à destination de Assuropti. Et il faut aussi, en cas de formation, prévoir de nouveau toute la logistique, excusez-moi, relative à ces formations. Donc, est-ce qu'il y a une seule formation? Est-ce qu'il y en a plusieurs l'année? À quelle fréquence? Suivant les mises à jour qui sont réalisées? Quelle est la durée de la formation? Est-ce qu'elle se fait en ligne, sur place? Etc., etc. Évidemment, en cas de formation, il est aussi utile pour Recruvision d'introduire des clauses de propriété intellectuelle pour la bonne protection du contenu des dites formations. Enfin, au niveau donc des aspects de propriété et de légalité également de l'output, donc c'est-à-dire du contenu généré par le chatbot, du côté de Recruvision, c'est intéressant quand même d'intégrer une clause qui limiterait sa responsabilité pour tout ce qui ressort du contrôle même d'Assuropti. Donc tout ce que Assuropti peut gérer de manière unique et qui serait donc essentiellement imputable de ses actes. Là, limiter évidemment la responsabilité de Recruvision. Sinon, évidemment, il faut aussi idéalement prévoir que le contenu généré par le chatbot soit en respect tant des droits de
propriété intellectuelle de tiers, mais également des droits des données personnelles de tiers. Donc, à ce niveau-là, c'est aussi important de prévoir des clauses qui vont en ce sens. Puis alors, au niveau de l'output même, à qui appartient le contenu qui sera généré? Est-ce que ce sera à Recruvision? Est-ce que ce sera à Suropti? Et même chose au niveau de l'input, donc les données qui sont rentrées par les candidats, prévoir évidemment tout ce qui est droit de licence, etc. Donc voilà, si moi j'en ai fini pour ma partie, je laisse la parole à Alex. Me revoilà. Donc merci Quentin. Donc on poursuit avec la question de la gestion des incidents de sécurité et comment cette gestion doit être intégrée dans la chaîne contractuelle. Alors quand on parle de sécurité, de gestion des incidents de sécurité, peut-être un petit rappel préalable. Donc dans les obligations de sécurité en général, les instruments législatifs adoptent une approche basée sur le risque en prévoyant non pas une obligation qui vise spécifiquement l'une ou l'autre mesure de sécurité bien identifiée, mais se réfère plutôt à des standards de protection qui sont du type la mise en place de mesures appropriées au risque qui est généré par l'activité concernée. Donc ça, c'est l'approche qui est suivie dans pas mal d'instruments, que ce soit le RGPD, la directive Nice ou encore le règlement sur l'IA. Et donc, on est dans une logique de gestion de risque. Alors, dans cette logique de gestion de risque, vous avez traditionnellement tout d'abord les mesures de prévention, donc qui visent soit à éviter que le risque d'incident se réalise, soit des mesures qui visent à limiter les conséquences du risque si le risque se produit. Et donc ça, c'est un premier ordre de questions relatives à la sécurité. Vient ensuite, lorsque l'incident de sécurité se produit, la question de comment on gère cet incident de sécurité. Et donc ça, c'est le point sur lequel je vais un peu plus m'attarder. Et dans la gestion des incidents de sécurité, un point important à ne pas négliger, c'est la question de l'information légalement obligatoire des tiers, que ce soit les autorités ou les utilisateurs des services. Alors, ces questions de sécurité, de gestion des incidents, elles doivent se répercuter dans la chaîne contractuelle de notre exemple. Donc, vous avez Recruvision. Donc, voilà, on l'a schématisé ici. Donc, vous avez des contrats entre Recruvision et iDev. Vous avez des contrats également entre Recruvision et Suropti. Et classiquement, lorsque les candidats vont se connecter sur le site internet ou la plateforme de recrutement d'Assuropti, généralement, ils doivent accepter des conditions générales d'utilisation qui sont également une forme de contrat. Alors, comment est-ce que les contraintes et les points importants relatifs à la gestion des incidents de sécurité, comment est-ce qu'ils doivent se répercuter et où doivent-ils se répercuter dans cette chaîne contractuelle? Avant de détailler ça, il me semblait important d'attirer votre attention sur le fait que cette question est potentiellement d'autant plus problématique que nous avons différents types de réglementations qui imposent des obligations parfois à des acteurs différents dans la chaîne contractuelle d'un même projet. Et donc, il faut, à notre avis, se poser préalablement à l'établissement des contrats deux questions. La première, c'est de savoir si au niveau des activités
qui sont développés donc ici par AssureOpti. Est-ce qu'on est dans le champ d'application des instruments tels que la directive Nice ou le règlement DORA sur la résilience des systèmes d'information pour les entités du secteur financier? Est-ce que la solution IA qui est déployée implique le traitement de données à caractère personnel, auquel cas le RGPD s'appliquerait? Et donc, si vous êtes dans le champ d'application de la directive Nice ou du règlement DORA et que vous traitez des données personnelles, ça veut dire que vous avez potentiellement 3 types d'obligations à intégrer dans les contrats par rapport à une même problématique qui est celle de la gestion des incidents. Et donc là, ça nécessite une attention particulière pour s'assurer que les modalités de collaboration entre les différents intervenants que vous avez sur la chaîne contractuelle, que ces modalités de collaboration soient bien totalement cohérentes. Alors, j'ai essayé de replacer ça dans des petits tableaux pour la clarté. On a repris les couleurs que vous avez dans le schéma précédent pour faciliter la compréhension. Donc, en jaune, vous avez le contrat ici. Vous avez ensuite en vert le deuxième contrat et en 3 les conventions, les règles contractuelles qui ont vocation à s'appliquer plutôt dans les relations d'AssureOpti avec ses partenaires. Alors, qu'est-ce qui est important à retrouver au niveau de la gestion des incidents de sécurité? Donc, quand vous devez gérer un incident de sécurité, la première question à vous poser, c'est est-ce que toutes les mesures de sécurité appropriées avaient été prises avant la survenance de l'incident de sécurité, parce que ça va être une des premières questions, un des premiers points que vous allez devoir potentiellement justifier devant les autorités de contrôle. Et donc, première question, comment documenter ces mesures de sécurité et comment documenter la justification qu'elles étaient appropriées? Alors, pour réaliser cette documentation, vous avez naturellement besoin de la collaboration du développeur parce que cette documentation, elle va reposer sur pas mal d'éléments techniques propres à la conception de l'outil IA. Et donc, ces éléments techniques, cette connaissance technique, elle est principalement dans le chef du développeur et donc important de répercuter des contraintes de documentation dans le contrat avec le développeur pour s'assurer que Recruvision, par exemple, soit en mesure de disposer des informations nécessaires pour justifier du niveau de sécurité de l'outil que Recruvision distribue à ses clients. Autre élément important, donc, c'est répercuter dans le contrat de développement l'obligation pour le développeur de mettre en place certains outils, certains instruments de sécurité particuliers. Donc, on pense notamment à la question de la traçabilité de toutes les activités de développement et de tous les composants qui sont intégrés dans l'outil. Et donc là, important d'avoir donc des clauses appropriées pour s'assurer que le développeur fait bien le nécessaire. Autre point important, une fois que l'incident survient, c'est de voir quel est le niveau de collaboration que fournit le développeur lorsque l'incident survient. Donc, collaboration importante à différents stades. Collaboration tout d'abord pour l'identification de l'origine de l'incident de sécurité. Donc, est-ce que l'incident de sécurité provient d'une vulnérabilité dans le code de l'outil? Est-ce que c'est un problème de gestion des accès à l'outil? Auquel cas, ce n'est pas nécessairement un problème de développement. Et donc, en fonction du type d'incident, important d'avoir une collaboration entre le développeur et l'entreprise qui va distribuer, déployer l'outil auprès de ses clients. Autre aspect important par rapport à une solution d'intelligence artificielle, c'est la question de la sécurité des données qui sont utilisées pour l'entraînement de l'outil.
Donc, est-ce que le développeur avait pris des mesures particulières pour s'assurer de la qualité des données et s'assurer également qu'en cours d'entraînement, la base de données ne puisse pas être, par exemple, corrompue par des tiers malveillants qui auraient réussi à accéder aux ressources dans lesquelles les données d'entraînement sont stockées. Donc là, c'est une problématique qui est particulièrement importante quand les ressources d'entraînement ou le chatbot lui-même sont exploités en mode distant, donc en mode SaaS. Autre point important dans la gestion des incidents de sécurité, c'est la possibilité de faire des audits lorsqu'il y a des suspicions de problèmes auprès d'un des acteurs de la chaîne. Donc voilà, tout ce type de clause doit se retrouver dans différents contrats, principalement ici ce que je mentionnais dans le contrat de développement. Alors Recruvision qui va distribuer les solutions de chatbot, Recruvision doit s'assurer donc que les procédures de gestion d'incidents vont également impliquer les utilisateurs, donc que par exemple il y ait une obligation pour les utilisateurs de rapporter des problèmes qui seraient constatés, des anomalies dans l'utilisation de l'outil, parce que ces anomalies peuvent permettre de détecter un incident de sécurité, une vulnérabilité. Donc important qu'il y ait une collaboration entre tous les acteurs de la chaîne. Alors au niveau notification aux autorités et ou aux utilisateurs, donc comme je l'ai mentionné en introduction, vous avez plusieurs textes législatifs qui imposent de telles obligations. Ces textes législatifs ne visent pas toujours exactement les mêmes informations, ce ne sont pas les mêmes autorités qui sont visées et ce ne sont pas toujours les mêmes entités dans la chaîne qui sont responsables de ces obligations de notification. Et donc ça, c'est un point vraiment important à considérer. Si vous avez, en vertu du règlement sur l'IA, Chloé vous l'expliquera juste après, si vous avez Recruvision qui est en première ligne le responsable pour une éventuelle notification aux autorités, par rapport au RGPD ou à la réglementation NIS-DORA, ce serait plutôt Assuropti en tant que déployeur qui serait en première ligne responsable de prévenir les autorités, éventuellement les utilisateurs, par rapport au RGPD parce que c'est Assuropti qui sera considéré comme le responsable du traitement, et dans le cas d'ORA NIS 2 parce qu'on tient compte de la nature des activités exercées et du fait qu'on utilise des outils technologiques dans ces activités. Et donc, si vous avez des obligations de notification qui se rapportent à un même incident, mais qui pèsent sur des acteurs différents, il est fondamental qu'il y ait une bonne collaboration, une bonne coordination entre les acteurs de la chaîne pour que les notifications d'incidents de sécurité qui seraient faites soient cohérentes. Parce que si vous notifiez à une autorité certaines informations et que votre partenaire dans la chaîne contractuelle va notifier d'autres informations par rapport au même incident qui ne sont pas cohérentes avec la notification que vous avez faite, dans la mesure où les autorités de contrôle vont collaborer entre elles, c'est notamment prévu dans le règlement sur l'IA, vous risquez d'avoir des complications dans la gestion de l'incident parce que les incohérences vont être relevées par les autorités et ça pourrait générer une procédure de contrôle plus large avec potentiellement des sanctions parce que vous n'auriez pas adopté les mesures appropriées au niveau de la sécurité. Donc là, il y a vraiment un enjeu fondamental dans tout ce qui est reporting des incidents et bonne gestion et suivi de ces incidents. Vraiment important que dans la chaîne contractuelle, la coordination entre les acteurs soit correctement réglée pour s'assurer que même si l'un des acteurs est légalement le responsable d'effectuer les notifications, il y ait une coordination avec les autres acteurs qui, eux, sont responsables d'autres notifications portant sur les mêmes incidents.
À défaut, évidemment, vous courez le risque d'incohérence et donc potentiellement de problèmes avec les autorités. Voilà, je cède la parole à Chloé. Merci Alexandre. Donc on va passer maintenant à la dernière question qui est celle de savoir comment gérer contractuellement sa conformité au règlement sur l'IA. Et c'est une question importante car on trouve un certain nombre d'acteurs dans la chaîne d'approvisionnement des systèmes d'IA qui est appelée chaîne de valeur de l'IA dans le règlement. Et donc, d'une part, il conviendrait pour chaque opérateur de répercuter les obligations qui lui incombent en vertu du règlement sur les acteurs qui interviennent en amont dans la chaîne de valeur de l'IA. Et d'autre part, lorsque le règlement prévoit des obligations spécifiques qui s'imposent d'un acteur vis-à-vis d'un autre, il y aurait lieu de définir les modalités d'implémentation de ces obligations. Donc, si l'on reprend notre fil rouge et qu'on y applique les qualifications qui sont prévues dans le règlement sur l'IA, le chatbot devrait, selon nous, être considéré à la fois comme un système d'IA à haut risque et comme un système d'IA à risque limité au sens de l'article 50. Un système d'IA à haut risque parce que l'annexe 3 vise les systèmes d'IA qui sont destinés à être utilisés pour le recrutement ou la sélection de personnes physiques, et que le chatbot, dans notre cas, effectue un profilage. Il peut par ailleurs créer un risque significatif pour les droits fondamentaux, en particulier le droit à l'égalité et à la non-discrimination, comme Quentin vous en a parlé tout à l'heure. Et ce chatbot est également un système d'IA à risque limité au sens de l'article 50 parce qu'il interagit directement avec des personnes physiques et en plus de cela, il va générer du contenu synthétique, en l'occurrence du texte. En ce qui concerne les acteurs, on a tout d'abord Recruvision, qui est un fournisseur au sens du règlement sur l'IA, car il met en service le système d'IA, le chatbot ici à destination d'AssureOpti, qui est le déployeur, parce qu'il va utiliser le chatbot à des fins professionnelles sous sa propre autorité. Ensuite, on a AIDev qui est, au sens usuel du terme, un sous-traitant. Au sens du règlement, il n'est pas un opérateur et il n'a pas de qualification propre, mais comme on le verra, il est dans une certaine mesure visé par le règlement. Et enfin, les candidats sont, au sens du règlement, des personnes concernées. Attention, notion qui ne doit pas être confondue avec la même notion qui est employée dans le RGPD. Et à cet égard, la version anglaise du texte est sans doute plus appropriée puisqu'elle parle d'affected persons. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à la relation fournisseur-sous-traitant, donc la relation entre Recruvision et AIDev. Et la première disposition à laquelle avoir égard, c'est l'article 25, paragraphe 4 du règlement, qui prévoit que le fournisseur d'un système d'IA à haut risque et le sous-traitant précisent par accord écrit les informations, les capacités, l'accès technique et toute autre assistance nécessaire pour permettre au fournisseur de se conformer à ses obligations. Donc, la disposition impose de conclure certaines clauses. Donc là, c'est on ne peut plus clair. On doit prévoir des clauses contractuelles entre ces deux acteurs qui prévoient tous les éléments visés à l'article 25, paragraphe 4. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que le bureau de l'IA, donc l'AI Office, va pouvoir établir des clauses types qui permettent de répondre aux exigences visées à l'article 25, paragraphe 4. Mais il faudra bien entendu, si les clauses types sont publiées, adapter ces clauses au contexte de la collaboration. Autre clause à prévoir dans ce contrat, une première clause par laquelle le fournisseur, donc Recruvision, va répercuter les obligations qui lui sont imposées sur AIDev. Donc, dans notre exemple, on pourrait imaginer que Recruvision impose à AIDev de concevoir le chatbot de manière à ce que les candidats soient informés qu'ils interagissent avec un système d'IA. C'est une obligation imposée aux fournisseurs par l'article 50, paragraphe 1 du règlement.
Mais on peut aussi imaginer que Recruvision impose à AIDev de développer le chatbot de manière à permettre un contrôle humain de celui-ci pendant sa période d'utilisation. Ça, c'est prévu à l'article 14, donc obligation imposée aux fournisseurs. Autre clause à prévoir, une clause de documentation. Donc, on va obliger AIDev à documenter le respect de ces obligations pour démontrer qu'il les respecte effectivement. Ensuite, une clause imposant la coopération en cas de besoin. Donc, on peut imaginer qu'une autorité demande des informations à Recruvision et que Recruvision ait besoin de l'aide de AIDev pour fournir ces informations à l'autorité. Deux autres clauses. La première, c'est une clause qui prévoirait la procédure à suivre en cas de non-conformité du chatbot. Donc, on peut imaginer comme exemple de non-conformité dans notre fil rouge le fait que les réponses fournies par le chatbot ne remplissent pas, n'atteignent pas un seuil d'exactitude suffisant. Où on peut imaginer un problème ayant pour conséquence qu'on ne sait plus mettre en œuvre de contrôle humain sur le fonctionnement du chatbot. Et donc, dans ce cadre-là, il faudrait prévoir une procédure par laquelle AIDev devrait, par exemple, aider Recruvision à prendre la solution la plus appropriée. Est-ce qu'on va mettre en place des mesures correctives? Est-ce qu'on va désactiver le chatbot? On doit également prévoir dans quel délai mettre les mesures en place, les délais prévus pour se fournir les informations et prévoir des obligations de documentation à nouveau. Autre clause importante dans la relation, c'est une clause par laquelle on impose à AIDev de fournir certaines informations et de la documentation pour permettre à Recruvision d'établir son système de gestion de la qualité tel qu'imposé par l'article 17. On peut maintenant passer à la relation entre le fournisseur et le déployeur, donc la relation entre Recruvision et Assuropti. Au préalable, il est important de se pencher sur l'article 25, paragraphes 1 et 2, qui prévoit 3 hypothèses dans lesquelles certains acteurs peuvent être requalifiés de fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque et qui va énumérer les conséquences de cette requalification. Les 3 hypothèses sont les suivantes. Donc, la première est celle dans laquelle on va commercialiser sous son propre nom ou sa propre marque un système d'IA à haut risque. Deuxième, celle dans laquelle on va apporter une modification substantielle à un système d'IA à haut risque, de telle sorte que ce système reste un système d'IA à haut risque. Et troisième hypothèse, celle dans laquelle on va modifier la destination d'un système d'IA qui n'est pas à haut risque, mais qui devient à haut risque du fait de cette modification de destination. Et le paragraphe 2, énumère les conséquences de cette requalification et nous énonce que le fournisseur initial ne va plus être considéré comme fournisseur du nouveau système d'IA à haut risque qui a été transformé en fait par le nouveau fournisseur, et que ce fournisseur initial va devoir coopérer étroitement avec le nouveau fournisseur et lui fournir l'accès technique raisonnablement attendu et toute autre assistance nécessaire. Il y a toutefois une exception à cette obligation de collaboration qui est prévue au paragraphe 2, qui énonce que cette obligation ne s'applique pas dans les cas où le fournisseur initial a clairement précisé que son système d'IA ne peut être transformé en système d'IA à haut risque. Donc, en conséquence de cette disposition, selon nous, il conviendrait de prévoir certaines clauses, des clauses par lesquelles on va interdire à Assuropti la commercialisation du chatbot sous son propre nom ou sa propre marque, et lui interdire également d'y apporter toute modification substantielle. L'idée ici est de limiter les risques pour Recruvision d'être soumis à l'obligation de coopération prévue à l'article 25, paragraphe 2. Et une autre clause à prévoir, mais qui n'est pas pertinente ici dans le cadre de la relation entre Recruvision et Assuropti, puisque cette clause concerne les systèmes d'IA qui ne sont pas à haut risque,
Donc cette clause consisterait à interdire toute modification du système d'IA qui n'est pas à haut risque. L'idée étant de pouvoir faire jouer l'exception qui est prévue à l'article 25, paragraphe 2, l'exception à l'obligation de coopération qui est imposée aux fournisseurs. Autre clause à prévoir dans ce contrat, premièrement, une clause qui mentionne les obligations respectives de chacun des acteurs et les conséquences du non-respect de ces obligations. On peut imaginer comme obligation imposée aux déployeurs, donc à AssureOpti, d'utiliser le chatbot conformément à la notice d'utilisation qui est fournie par Recruvision, mettre en place également des mesures de supervision humaine. Autre clause, à nouveau une clause qui oblige AssureOpti à coopérer en cas de demande d'information qui émane d'une autorité ou tout autre événement qui nécessite une collaboration de sa part. Une clause prévoyant la procédure à suivre en cas de non-conformité du chatbot qui est constatée par le fournisseur. Comment et dans quel délai le fournisseur, donc Recruvision, va informer AssureOpti, comment va-t-il informer sur la solution qui est mise en œuvre, est-ce qu'on désactive le chatbot, est-ce qu'on met en place des mesures correctives, comment les implémenter. Ensuite, une clause qui impose à AssureOpti de fournir des informations sur le fonctionnement du chatbot, les modalités de fourniture de ces informations et le type d'informations à fournir, parce qu'il y a une obligation pour le déployeur de surveiller le fonctionnement du système d'IA à haut risque sur base de la notice d'utilisation et d'informer le fournisseur du fonctionnement du système. Et ça fait partie du système de surveillance après commercialisation que doit mettre en place le fournisseur. Enfin, une clause prévoyant la procédure à suivre en cas de risque au sens du règlement ou d'incident grave, toujours au sens du règlement, qui serait constaté par le déployeur. Donc à nouveau, on prévoirait dans cette clause les délais d'information, les modalités d'information du fournisseur et de l'autorité de surveillance du marché, etc. J'en ai terminé avec cette dernière question sur les conséquences contractuelles des dispositions du règlement sur l'IA. Donc, je repasse la main à Alexandre. Voilà, me voilà pour terminer la session. Donc, merci Chloé, merci Quentin, Valentine. Donc, pour conclure, je vais être assez bref parce qu'on a quand même déjà été long et on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Donc, j'aimerais bien laisser un peu de temps aussi pour les questions. Donc, on sait tous que les solutions basées sur l'intelligence artificielle peuvent apporter des choses intéressantes aux entreprises et aux organisations, mais comme l'exposé vous l'a montré, l'usage de technologies innovantes est source de risques qui doivent être bien gérés, et cette gestion, que ce soit au stade du développement, de la mise sur le marché, de l'exploitation, ces risques peuvent être maîtrisés si on a un bon accompagnement contractuel. Donc le contrat est vraiment un instrument essentiel. L'exposé de Chloé vous l'a montré ici juste avant que je reprenne la parole. Il y a dans le règlement sur l'IA des possibilités de se protéger contre certains effets potentiellement défavorables par des clauses appropriées. Et donc, ça renvoie évidemment à l'importance du contrat. Donc, le contrat permet dans ce type de projet de s'assurer que l'investissement en temps et financier qui serait fait dans une solution basée sur l'intelligence artificielle, que cet investissement soit vraiment efficace. Et donc, le contrat est votre allié, donc pensez-y. Pour terminer, je vais vous rappeler, donc, au sein du cabinet Lexing, donc, nous sommes 16 avocats spécialisés en droit des technologies de l'information et de la propriété intellectuelle. Il y a à peu près 8 ans, nous avons créé un groupe de travail
sur la robotique, qui a commencé à analyser les effets juridiques et les questions juridiques liées à la robotisation, donc le remplacement ou le supplément à l'activité humaine par des outils d'automatisation. Il y a environ 4 ans, nous avions décidé au sein de ce groupe de travail de recentrer nos activités sur l'IA. Et donc de ce fait-là, nous avons développé depuis le temps que nous travaillons sur ces questions des outils qui nous permettent de faciliter l'appréhension de ces questions. On a développé des arbres de décision, des checklists, des clauses types qui nous permettent donc de pouvoir vous accompagner dans vos projets basés sur l'intelligence artificielle. Sur notre site web, nous avons des outils qui sont gratuitement à votre disposition. Nous avons par exemple, pour vous donner un aperçu des outils que nous avons en interne, nous avons réalisé un livre blanc donc, sur l'accompagnement des projets en matière d'intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Il est gratuitement disponible sur notre site internet. Alors, il me reste, avant de céder la parole aux questions, à vous informer des prochaines sessions, des prochains webinaires. Donc, le 21 février, on reparlera d'intelligence artificielle, mais en se centrant ici sur la propriété intellectuelle, la responsabilité civile. Et le 24 janvier, vous avez une autre session sur les contrats de distribution. Donc là, pas du tout dédié à l'IA, mais beaucoup plus droit commercial général. Donc voilà pour la session d'aujourd'hui. Donc merci de votre attention et je cède la parole aux questions. Donc je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat. Comme je parlais, je n'ai pas pu lire. Donc si mes collègues qui ont suivi le chat ont identifié des questions, n'hésitez pas à les signaler pour qu'on puisse y répondre. Sinon, peut-être lever la main, c'est peut-être plus simple. Si vous souhaitez poser une question, ce sera peut-être plus efficace, plus rapide que le temps que nous mettrons à retrouver la question dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois ici une question de Marie-Canne. Donc, je lis la question. Donc, vous êtes le fournisseur Recruvision dans les schémas contractuels. Le fournisseur du type OpenAI, très entendu. Oui, donc si vous travaillez avec des fournisseurs comme OpenAI, effectivement, là, vous n'aurez pas de marge de négociation contractuelle, puisque vous serez contraint de prendre les conditions générales. Et donc, dans un cas comme celui-là, évidemment, ça fait partie de l'analyse de risque. Donc, le choix de certaines solutions génériques présente des avantages. Un des inconvénients, c'est qu'au niveau juridique, vous n'avez pas de marge de négociation. Et donc là, il faut évaluer dans les conditions du fournisseur concerné les points qui potentiellement seraient problématiques et voir comment vous pouvez les gérer et aussi veiller à répercuter dans la chaîne contractuelle par rapport aux autres intervenants avec lesquels vous auriez une marge de négociation, de répercuter dans ce cas-là les limites que le recours à une solution de type OpenAI implique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à prendre la parole si vous estimez que ce n'est pas suffisamment complet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je vois qu'il y a une main. Oui, Christine. Je vais
activer votre micro. Alors, hop. Non, zut. Je crois que c'est vous qui devez désactiver. Oui, c'est chez vous que le micro est désactivé. Voilà, vous m'entendez? Oui, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, j'ai juste une question. J'ai un soft, ok? J'ai un soft que je commercialise. J'ai des contrats qui intègrent évidemment le respect des données privées des données que je gère sur mon soft, enfin, qui est un réceptacle, et ce soft est utilisé par nos clients avec leurs clients finaux. Donc, chacun a des couches de sécurisation informatique et chacun a ses propres responsabilités vis-à-vis du client final. Demain, j'agrémente mon soft d'intelligence artificielle. Je suis soft, je suis le développeur de A à Z de ce soft et de l'intelligence artificielle que j'intègre. Je continue à le commercialiser et j'amende mon contrat que j'ai avec mes contreparties, c'est-à-dire mes clients, qui eux-mêmes vont utiliser cette IA avec des dizaines et des dizaines de milliers de clients finaux. Suite à un incident, qui peut être un incident informatique, il y a une fuite d'une donnée. Le client final est en droit et doit d'ailleurs peut porter plainte et l'incident va être notifié aux autorités de contrôle. Aussi bien moi qui commercialise et développe avec le client A le soft, j'ai des couches de sécurité. Le client A qui traite avec le client final doit également avoir ses couches de sécurité. Il y a fuite de données. À ce moment-là, le client final va attaquer mon client, mais est-ce que moi, si c'est une fuite de données, j'ai ma part de responsabilité? Autrement dit, est-ce que le client final pourra attaquer directement ici Recruvision et IA IDEV, qui est la même entité? Donc, c'est une bonne question. Donc, vous faites référence à un cas où, si je comprends bien, on aurait des données personnelles. Oui. Donc, première remarque, c'est que vis-à-vis de l'autorité de contrôle, on doit déterminer qui est le responsable du traitement. Et le responsable du traitement, c'est le client de votre client. C'est mon client, oui. Oui, c'est votre client qui est. Moi, c'est votre client. sous-traitant ici. Je suis Tout à fait. sous-traitant. Ouais. Donc ça, c'est une première remarque. Donc vis-à-vis des autorités, vous n'êtes pas en première ligne. En tant que sous-traitant, vous pourriez avoir quand même une certaine responsabilité parce que le sous-traitant a aussi des obligations au niveau RGPD par rapport à la sécurité. Bien sûr, Tout dépend du rôle que vous jouez dans le traitement de données personnelles. Donc ça dépend en fait du rôle que joue l'outil et de votre intervention directe sur les questions de sécurité. Donc ça, c'est un peu complexe. Enfin, je ne saurais pas vous répondre comme ça. Il faut voir techniquement comment c'est configuré la solution et d'où vient potentiellement le problème qui a provoqué l'incident de sécurité. Mais donc, vous n'êtes pas à l'abri d'une responsabilité également vis-à-vis de l'autorité de contrôle. Alors, vis-à-vis de la personne concernée, donc vous avez a priori une relation contractuelle qui est plutôt entre l'utilisateur final et votre client. Donc c'est votre client qui est en première ligne. Vous n'avez pas, je pense, de contrat direct avec les utilisateurs finaux. Non, non. Voilà. Donc a priori, dans la jurisprudence traditionnelle, le sous-traitant ne pouvait pas être poursuivi en responsabilité par le client final. Maintenant, avec la réforme du droit des obligations, ça va changer.
Alors la question est de savoir si, dans quelle mesure vous pourriez être poursuivi directement par la personne concernée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la modification des règles au niveau du droit de la responsabilité, qui va entrer en vigueur au 1er janvier, cette modification, elle peut être neutralisée contractuellement. Et donc, si dans votre contrat et dans le contrat de votre client avec les utilisateurs, cette neutralisation est répercutée, ça pourrait empêcher valablement le recours direct vers vous. Mais voilà, donc ça nécessite encore une fois d'analyser ça et de le répercuter dans les contrats. Je ne sais pas si les autres intervenants ont des observations complémentaires par rapport à ce que j'ai dit. Mais donc, ce qui est important, c'est de bien documenter tout ce qui est mis en œuvre au niveau sécurité pour pouvoir se justifier. Et c'est également de veiller à ce que les contrats délimitent clairement les rôles et responsabilités respectifs. Mais on a déjà fait avec d'ailleurs Lexing pour le RGPD, mais je me dis demain, si j'ajoute une couche d'IA, je pense qu'il va falloir intégrer ça dans les contrats aussi. Ce serait prudent, oui. Oui, ok. Ça va. Ok, merci. Merci à vous. Merci. Est-ce que je peux vous demander de baisser votre main? Hop, voilà. Pas d'autres questions? Si j'en ai vu une concernant... Dans le chat alors? Oui, dans le chat. Ouais. Dans le cas où l'outil traite des données personnelles, pourriez-vous rappeler les rôles que vous identifiez pour chacun, pour le fournisseur, sous-traitant, client au sens du RGPD? Je ne sais pas si Alexandre, tu veux y répondre ou j'imagine que c'est par rapport au cas pratique, puisque tout dépend un peu de la situation aussi auquel on est face. Attendez, je vais peut-être remettre la présentation pour avoir le petit schéma. Ce sera plus simple. Alors, où est-ce qu'il est? Encore un peu avant. Alors, le schéma. Voilà, ici. Donc, si on prend le schéma ici, donc au niveau données personnelles, mais selon le RGPD, la question à se poser, c'est qui détermine les finalités, les principaux moyens du traitement de données. Donc ça dépendra au cas par cas de comment c'est organisé. Dans ce que nous avons expliqué tout à l'heure, a priori, je pense que c'est Assuropti qui devrait être considéré comme le responsable du traitement, parce que Recruvision fournit un outil, c'est Assuropti qui décide de l'utiliser dans le cadre de ses procédures de recrutement, et l'outil va traiter des données pour le compte d'Assuropti pour mener à bien ces procédures de recrutement. Donc, moi, je le verrais comme ça. Je ne sais pas, Chloé, Anne-Valentine, si vous voyez les choses autrement. Je le vois comme ça aussi, donc Assuropti, responsable du traitement, Recruvision, sous-traitant, et iDev, enfin ça dépend un petit peu du contexte, hein, mais si il a effectivement accès à l'outil et aux données à caractère personnel,
éventuellement ici sous-traitant de second rang, mais il faut voir un peu le contexte, si il fournit l'outil à Recruvision et puis il n'héberge pas, il ne fait rien, ou si justement il héberge l'outil et là il serait a priori aussi sous-traitant de second rang. Mais évidemment, la réponse est à prendre avec prudence parce que c'est vraiment au cas par cas, en fonction concrètement du rôle de chacun, qu'on va pouvoir déterminer qui est le responsable du traitement. Donc, il ne faut pas prendre notre réponse comme voulant dire que le déployeur au sens du règlement IA va être systématiquement le responsable du traitement au sens du RGPD. Donc, c'est malheureusement pas aussi simple que ça. Donc, il faut vraiment analyser au sens du RGPD qui a un rôle décisif dans la prise de décision sur les finalités, les moyens du traitement. Voilà, j'espère que nous avons répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je propose qu'on s'arrête ici parce qu'on a déjà un petit peu débordé le temps. Donc, je vois pas d'autres questions dans le chat. Un grand merci pour votre attention et votre participation. Donc, encore une fois, n'oubliez pas, n'hésitez pas à aller voir nos outils à disposition, et notamment le livre blanc qui est téléchargeable sur notre site. Merci de votre participation et au plaisir de vous revoir lors d'un autre webinaire. Bonne journée, bon week-end à tous.